Bon, bah écoutez, moi je suis pas né ailleurs, je suis né à Draveil. Et contrairement à celle qui vient de me précéder, dont je félicite le travail, j'ai passé les 45 dernières années de ma vie à l'étranger. Alors pourquoi Parce que bon, j'ai commencé par des films publicitaires, j'en ai fait 400, avant de faire mon premier long métrage. Est-ce que cette French Touch m'a servi dans le publicitaire? Probablement, parce que j'ai fait à mon goût. J'ai fait des films pour beaucoup de compagnies internationales. Quand j'ai fait mon premier film, je l'ai fait vraiment avec un cœur français. J'avais été envoyé au Cameroun pendant 1 an pour faire la coopération. J'ai juré de faire mon premier film en Afrique, sur l'Afrique. J'ai fait un premier film qui a été un bide noir en France, s'appelait, noir évidemment, La victoire en chantant, mais qui m'a valu un Oscar. Donc ça a changé évidemment la donne. J'y suis pas allé d'ailleurs. Récupérer le prix. D'abord, j'étais convaincu que c'était les Français qui allaient avoir le prix. Gaumont avait annoncé à tout le monde que c'était eux qui allaient avoir le prix. Et puis finalement, on m'a dit non, on vient pas parce qu'on croit que tu es black et si tu viens, ça va pas le faire. Donc c'est mon producteur suisse qui a récupéré la statuette. J'ai jamais vu depuis. Ensuite. Alors, si vous voulez, j'ai eu tout de suite la tentation d'aller aux États-Unis, mais j'ai été prudent. Je sais très bien quel est l'état d'esprit américain. Je connaissais suffisamment d'amis pour savoir qu'il y a... Bon, la France plaît beaucoup pour les vacances. On va dans le Midi. Le French Touch, c'est aussi bon, le climat. C'est la manière dont les Français reçoivent les étrangers, cette arrogance et tout ça plaît assez. Parce que, évidemment, c'est très différent de ce qu'on a en Thaïlande, où tout le monde se met à plat ventre, les mains jointes. Là, en France, il y a cette espèce d'arrogance qui, de certaine manière, nous sert, qui ne nous sert pas véritablement dans le cinéma, ceci étant. Donc, je vais quand même vous parler plutôt de cinéma. Ma première ambition était de ne pas me cantonner à un cinéma qui soit seulement vu par les Français. Parce que je trouvais ça insupportable que ce soit seulement les anglo-saxons, finalement, qui aient accès aux grands écrans. Je me souviens, j'allais faire mes films publicitaires en Australie ou ailleurs. Je voyais les grandes salles, je me disais, mais moi, je vais être là, pas dans la petite salle au bout, là-bas, qui est fait pour les gens qui aiment les films sous-titrés. Je veux faire du cinéma. Je me rappelle évidemment que sur un plateau, je dis pas action, je dis action, je dis pas conversation, et que j'avais envie de mélanger ce que je crois être ma culture. J'ai fait latin-grec, vous voyez. Enfin, moi, j'ai fait les écoles de cinéma, j'ai fait la FEMI, j'ai fait Louis Lumière. Donc, j'ai un parcours très académique français dans une véritable passion pour la France. Alors, tout ça m'a soucié d'être obligé de partir à l'étranger. Alors, pourquoi? Quand j'ai voulu faire La guerre du feu, comme j'avais fait un film avant qui s'appelait Coup de tête, avec Patrick Devers sur le football, on m'avait placé dans la comédie. Donc, tiroir comédie, c'était bien. Je pouvais faire des petits films marrants avec des acteurs sympas. Mais moi, ce n'était pas mon ambition. Mon ambition, c'est de faire La guerre du feu. Et comme j'avais eu cet Oscar, pendant des années, on m'a proposé à peu près un film par mois, peut-être un peu plus aux États-Unis. J'ai tout refusé. Et j'ai attendu de faire La guerre du feu. Que mon ami Claude Berry n'a pas voulu financer. Je me souviens, il avait dit, quand Hannaux et Gérard Brache, c'était mon auteur, auront fini de déconner, on fera faire un film sérieux. Ce qu'il me proposait, c'était Charlot contre Dracula. Bon. Je vous jure, ce n'est pas inventé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des relations aux États-Unis. Je suis allé battre le pavé à bas. Et finalement, c'est 20th Century Fox qui a produit le film. Alors après, c'est redevenu en France par une boîte aux lettres tout à fait improbable. Mais alors, la French Touch, elle est où là? Elle est, je crois, de ma part, une certaine arrogance de faire un film avec des inconnus, très cher. Ça coûtait à l'époque, comme aujourd'hui, 70 millions de dollars. Donc, pas d'acteurs connus, une langue inventée, pas de sous-titres. Et j'ai quand même réussi à le faire. Mais ça vient effectivement d'une passion que j'avais pour l'archéologie, pour les grottes ornées de France. Et tout ça, j'avais envie d'en parler et d'en parler au monde entier.
Le bonheur, c'est que ça a marché et que, du coup, j'ai pu convaincre Umberto Eco, qui était un grand admirateur de la France, et la French Touch m'a permis d'avoir accès à Umberto. Le succès, évidemment, l'Oscar, ça joue, le succès de La Guerre du Feu avait joué, et le fait que je sois français plaisait à Umberto, parce qu'il était transalpin. Umberto, il était méditerranéen, homme formidable, et c'était quoi, là, ma French Touch? Mon amour des monastères et des édifices religieux de France, dans lesquels je me promenais quand j'étais gamin avec passion. C'était pas facile, hein, parce que quand j'ai proposé ce sujet aux Américains, ils me disaient, "Hey, JJ, so you have a thriller in a monastery, what religion?" Alors je dis, attendez, ça se passe entre la France et l'Italie au XIVe siècle. Wow, that's a long time ago. Alors oui. Et alors la question c'était, mais alors attends, un de ces monastères, ça met combien de temps pour être construit? Alors je disais, bah, attends, tu commences au IVe siècle et puis tu finis au XXe siècle. Wow! 20 fucking centuries! Wow! Mais après, évidemment, pour trouver les sous, parce que là aussi ça coûtait très cher, c'était un peu difficile. Mais ça s'est fait. Et encore une fois, pourquoi pas en France? Parce qu'on avait l'argent pour le faire, mais mes producteurs, je les cite, Nouchkine, qui était le papa d'Ariane, et qui était un homme formidable, il me disait, mais je suis trop vieux, mon cher Jean-Jacques, je suis trop vieux. C'est trop difficile. On est quand même revenu. Mon ami Pierre Hébé, qui était avocat à l'époque, revient avec un chèque de 16 millions de dollars pour faire le film. À l'époque, ça coûtait ça, c'était comme maintenant 60. Et bien finalement, ils ne l'ont pas mis en banqueur. Il me disait, mais qui c'est qui a envie d'aller voir un thriller dans un monastère au XIVe siècle? Bon, bah, il y a des gens qui ont eu envie. Et c'était là le French Touch aussi. Évidemment, ces films-là, ils ont marché partout parce qu'il y avait quelque chose de particulier. Alors, je ne vais pas vous gonfler avec l'ensemble des choses, mais ça a été le même truc pour l'ours. Hein. Alors, l'ours, on me disait, fucking great screenplay. Et alors, on me disait, who is playing the bear? Alors, je disais, un ours. Ah, so what language does he speak? Alors, je disais, he speaks bear, international. Alors, je leur disais, alors, ils me disaient, oui, on peut avoir les sous-titres? Juré. Alors après, certains me disaient, oui, mais dans la peau, c'est qui la star? Je disais, c'est un ours qui va devenir une star si le film marche. Ce qui a été le cas. Hein. Il s'appelait Bart, il était très bien. Là encore, pourquoi alors c'était un film, je ne sais même plus si c'était... Oui, c'était français, mais c'était financé en fait. Claude Berry, encore le même, ne voulait pas financer, c'était trop cher. Ah oui, quand j'avais présenté l'histoire, j'avais fait sur un ticket de métro. Il m'avait dit, alors c'est quoi que tu as envie de faire? J'ai dit, voilà, il y a un grand ours dans la forêt, un ourson orphelin, 2 chasseurs, c'est le point de vue de l'ourson. Ah, il me dit, ouais, je jure. Et alors, il me dit, c'est génial, c'est universel et ça coûte pas un rond. Faux. Faux. Et donc, il n'a pas voulu le produire. Là, il y a eu compétition entre Warner et Disney. Et finalement, il a décidé de le produire. Avec l'aide de je ne sais plus si c'était Fox ou Columbia, enfin, peu importe. En tout cas, bon, pour résumer, j'ai eu une vie assez épatante à Los Angeles. J'y ai été accueilli de manière royale. On n'a jamais voulu croire, parce que la presse n'aime pas du tout que les films marchent. Vous savez très bien qu'il faut que je vous apprends que le public, c'est une bande de cons. Donc, si vous plaisez aux cons, si vous avez beaucoup de gens qui rentrent dans la salle, c'est que vous êtes un con vous-même. Donc, ça, c'est pas comme ça ailleurs, mais c'est la French Touch, ça. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, après avoir été un peu lassé de ça, j'ai fait, ah oui, je me suis lancé dans l'amant, dans les bras de Marguerite Duras. C'était une épreuve formidable, intéressante, mais j'ai quand même été tellement fatigué de recevoir des critiques déplorables
alors que dans le monde entier, j'avais des critiques formidables, j'étais récompensé et tout, que finalement j'ai été véritablement vivre aux États-Unis. Je le faisais déjà, hein, la plupart de ces films, je les ai tournés à l'étranger, la totalité d'ailleurs. Et à chaque fois, si vous voulez, j'ai pu constater deux choses. À la fois, aux États-Unis, comme la plupart des gens sont de toute façon d'origine étrangère dans le métier, ou en tout cas de racines étrangères, il y a un accueil tout à fait agréable. Vous pouvez être serbe, vous pouvez être de Croatie, vous pouvez être islandais. Si vous avez votre place là-bas, si vous faites un cinéma qui peut plaire dans le monde, vous serez bien accueilli. Donc je suis allé m'installer là-bas. Et en apportant, encore une fois, L'Amant, qui est un film qui a marché dans le monde entier aussi, parce que le texte est très beau, hein, et j'ai adoré ce texte. Donc c'était véritablement, en plus, quelque chose qui correspondait à ma French Touch, c'est-à-dire le monde colonial, vu par une femme. C'est pas tellement mon truc d'être une femme, mais enfin, bon, mon métier, c'est de m'identifier. Et donc, j'ai eu envie, vous voyez, de parler de cette France en Indochine, donc une vraie French touch. Après, bon, j'ai enchaîné avec 7 ans au Tibet, plus un film en IMAX qui s'appelait Les ailes du courage, une histoire de Saint-Exupéry, de Mermoz et de Guillaumet. Donc, vous voyez, j'ai fait attention, même quand j'étais à l'étranger, d'apporter des sujets qui n'étaient pas forcément des sujets américains. Il y a un souci, si vous voulez. Le vrai souci, et je vais peut-être amener à terminer là-dessus, parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il fallait que je sois bref. Donc je vais être bref. Le souci, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, le cinéma français ne s'exporte plus du tout. Je parle du cinéma, n'est-ce pas? Le cinéma français fait très bien dans les festivals, on récolte pas mal de prix, mais quand il s'agit de toucher le public, c'est-à-dire d'avoir un véritable soft power, on s'est enferré en France à faire des films pour festival, justement. C'est ça qu'on enseigne dans les écoles. Alors, je vais vous donner des chiffres qui sont assez étonnants. Lorsqu'en 1907, nous faisions déjà du cinéma, on produisait en France 87% de la production mondiale. C'est-à-dire que le monde entier regardait les films français. Pourquoi? Parce que Paris était la ville idéale. Il y avait Max Linder qui, comme vous le savez, a inspiré Chaplin, que Max Sennett jouait un Français au départ. Donc, si vous voyez, il y avait cette mythologie. Aujourd'hui, vous êtes bien assis là, oui. Lorsque les Américains vendent 1000 films, ou lorsqu'ils font $1000 de bénéfices, nous, on vend un film. Alors, effectivement, on est le deuxième plus grand pays de cinéma de l'Ouest, parce que les Allemands en vendent qu'un demi. Mais le rapport, si vous voulez, qui fait qu'on ne vend plus qu'un film alors que les Américains en vendent 1000, ou qu'une télévision. Oui, il y a quelques télévisions qui ont fait le tour du monde, une par an. Mais les Américains, combien? 1000. Donc, si vous voulez, on est aujourd'hui dans une situation où il n'y a plus d'acteurs connus, vraiment connus, qui peuvent drainer un film. To open a movie, vous êtes obligé de prendre un anglo-saxon. Et ça, c'est le désespoir. Personne aujourd'hui ne peut véritablement prendre des acteurs français pour une autre raison, c'est que si vous ne faites pas un 20 heures, enfin c'est l'équivalent dans les différents pays, et que vous parlez le français, vous n'allez pas être reçu, parce que l'intervieweur ne comprend pas le français, et qu'il n'y a pas d'interprète compétent. Je viens de passer 4 années en Chine. Il y a eu l'autre jour une fête à Qingdao française. On m'a bien évidemment parlé français. Heureusement, la représentante du France Film s'est levée et a dit non, le traducteur hindi, que M. Hannou, il aime beaucoup la Chine. Bah oui, mais ça faisait 10 minutes que je parlais. Et oui, parce qu'il n'avait pas trouvé à Qingdao, qui est quand même une ville de 10 millions d'habitants, un interprète décent. Et je ne peux pas, moi je veux parler français, mais quand je me retrouve à Zagreb ou que je me retrouve à Rangoon, mais il n'y a pas de traducteur. Et quand vous avez un acteur qui ne parle pas la première interview avant de faire une télé, vous êtes face à un journaliste qui vous interroge en anglais. Et si vous ne répondez pas en anglais, vous êtes cuit, vous ne faites pas l'émission. Et si vous ne faites pas l'émission, vous n'avez pas de surface et vous vous retrouvez dans le petit cinéma sous-titré. En fait, quand vous faites des films, les grands films sont doublés. Ils parlent dans la langue du pays, comme Shakespeare, quand vous le voyez, vous n'allez pas forcément le voir en anglais. Vous n'avez pas les auteurs russes, vous les lisez en français. Donc, il y a tout ça qui est complètement échappé
aux professeurs de mon métier. Voilà, aux professeurs. Donc, j'espère que le cinéma français peut se sortir de cette ornière. Quelqu'un tout à l'heure parlait de l'Europe. Bah oui, moi, l'Europe, j'adore. Le Nom de la Rose, j'ai travaillé entre Munich, c'est une production allemande, et Rome. Tous mes films sont des coproductions. Là, je fais un film qui reconstitue de très près ce qui s'est passé à Notre-Dame et que vous n'avez pas vu. Ça s'appelle Notre-Dame brûle, qui va sortir mi-mars. C'est aussi une coproduction, vous voyez, parce que Notre-Dame de Paris, c'est une star internationale, on ne lui demande pas de parler, c'est bien. Donc elle parle français, mais les gens n'ont pas besoin de l'entendre. Mais je vous dis ça parce que c'est sûrement un crève-cœur. Mais c'est un crève-cœur pour moi, vous voyez, parce que, comme je vous le faisais remarquer, j'ai essayé de faire des sujets qui ne soient pas des sujets américains. Quand je fais un film comme Enemy at the Gates, qui s'appelle en français Stalingrad, je raconte l'histoire de Russes contre des Allemands pour un public qui ne parle que l'anglais. Donc je prends des acteurs anglais. Et j'avais dit tout de suite, je prendrais Jude Law, parce que les gentils, ce sont les Russes, et les méchants, ça va être joué par les Américains. C'est Ed Harris pour jouer. Bon. Mais c'est hors de question là de prendre des acteurs russes, des acteurs. C'est plus possible parce que le tropisme du monde, les gens veulent ressembler à des Américains. Or nous, en cinéma, on raconte quoi ? On raconte des histoires. Si c'est des histoires de Français, qui aujourd'hui dans le monde a envie d'être Français ? Vous allez me le dire. Ceux qui viennent peut-être, mais ça fait pas beaucoup de monde dans le. On parlait de la Chine tout à l'heure. Oui, moi j'ai fait un succès en Chine, j'ai fait 21 millions d'entrées en première exploitation, un film qui m'a donné beaucoup de plaisir. J'ai fait aussi un film publicitaire pour la Chine, vous l'avez vu, c'est avec Charlize Theron à Versailles, etc. Mais bon, pour finir, parce que la dame va me gourmander, pour finir, ah oui, on m'avait dit qu'il fallait un titre. À mon intervention, le titre c'était Why Are You French? Parce que figurez-vous qu'une fois sur trois, quand je passe la sécurité américaine, il y a un mec là qui est d'origine costaricaine ou birmane, et il me dit Why are you French? Parce qu'il a regardé, et il me regardait comme ça, il regarde et il voit la filmographie, des trucs comme ça. Il me dit You could be American. Je dis oui, mais je suis français. Yes, but you could be American. Je dis oui, je pourrais. Why are you American? Et je dis, mais parce que je vis très bien, je suis français, je suis fier d'être français. Et le mec me regarde, c'est la stupeur. Parce que eux, ils ont ramé pendant des mois et des mois, des années, peut-être pour avoir la carte verte, ensuite la nationalité, etc. Imaginez qu'on puisse vouloir être français, ça, alors c'est un truc bizarre. Mais vous savez, c'est important, parce que moi, je vois bien mes confrères ont envie de tourner en Chine. C'est un pays que j'ai adoré, où j'ai travaillé dans la plus grande liberté, c'est invraisemblable, mais c'est vrai. Et si vous racontez une histoire de Français, vous ne le ferez pas. Si vous racontez une histoire de Chinois qui va aux États-Unis, qui se fait mépriser, et tout ça, ça va. Mais venir en France se faire mépriser, non, ça, les gens n'y vont pas. Enfin, pardonnez-moi, merci d'être venu et à bientôt.